Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On va parler aujourd'hui avec notre invité d'agritech ou comment la technologie permet de produire des aliments sains et de qualité grâce aux fermes verticales. On vous en dit plus dans un instant. À noter, lorsqu'une entreprise ferme, ce sont les salariés qui trinquent souvent, mais aussi son dirigeant qui, lui, n'a pas l'aide du chômage. Et ce chiffre de patron au chômage a progressé en 2024 par rapport à 2023 de 18%, soit près de 30 000 dirigeants au chômage, un chiffre important qui concerne surtout les TPE-PME. Il fait chaud dans le Gard, la ville de Nîmes est régulièrement la ville la plus chaude de France et ces fortes températures ont bien sûr un impact sur le monde agricole. La Chambre d'agriculture du Gard lance un programme de soutien avec la création de petits stockages d'eau remplis par les pluies d'hiver et du printemps. Ces petits bassins existent déjà notamment dans les Cévennes au nord du département. La Chambre d'agriculture travaille aussi sur la micro-irrigation. Et nous partons tout de suite dans le Gard pour retrouver notre invité, parler de ferme verticale. Nous sommes en compagnie de Pascal Thomas. Bonjour. Bonjour. Pascal Thomas, vous êtes basé à Rodillan, c'est tout près de Nîmes. On va commencer de manière un peu globale. Quelle est l'activité de Futur Gaïa, entreprise que vous avez fondée et que vous dirigez aujourd'hui? Alors, Futur Gaïa, c'est une start-up qui a été créée en 2019 et qui a comme objectif de concevoir et de produire des végétaux dans des fermes, ce qu'on appelle verticales. Alors, on le voit au travers un peu de l'image qui est derrière moi, qui est vraiment cette capacité à pouvoir utiliser non plus une surface, comme on a toujours utilisé en agriculture, mais un volume, et donc d'aller sur 2, 3, 4 étages. Donc là, on peut être sur typiquement 3 étages et on va utiliser un volume et non plus une surface. Alors derrière vous, on voit une image de la ferme verticale de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, je crois bien. Mais ça ressemble à quoi finalement une ferme verticale? Ce que l'on va avoir dans une ferme verticale, ce sont ce que nous on appelle des univers de culture. Donc on va avoir des pièces dans lesquelles on va être capable de créer et de recréer des climats. Donc l'objectif, c'est de pouvoir dire, je veux créer un climat méditerranéen, le climat du sud-est asiatique, un climat d'une partie du monde particulière. Je vais mettre ça dans une pièce qui va faire, en gros, au sol, à peu près entre 150 et 200 mètres carrés, sur 7, 8, 9 mètres de haut. Et à partir de là, je vais mettre des systèmes de culture. Donc nous, nos systèmes de culture ont la particularité d'être des ronds, des cylindres, et on va faire pousser les plantes à l'intérieur de ces cylindres. Et comme objectif, c'est de les empiler les uns sur les autres pour justement utiliser cette hauteur, donc ce côté vertical, qui va faire qu'on va multiplier les mètres carrés. Chez nous, en gros, un mètre carré fait 9 mètres carrés. On multiplie à peu près par 9 la capacité que l'on a par rapport au mètre carré au sol. Alors si je comprends bien, dans ces cylindres, il y a de la terre, il y a un éclairage et si je comprends bien aussi, elles ont un peu d'eau ces plantes, non? Alors, en effet, on va avoir une lumière au centre. L'intérêt d'avoir cette lumière au centre, c'est le système va tourner 24 heures sur 24 autour d'une lumière qui est allumée ou éteinte en fonction de cycle jour-nuit. Ça va nous permettre d'avoir aussi quelque chose d'extrêmement efficace en termes de consommation énergétique. Pour en revenir dessus, le sujet de l'énergie est un véritable sujet dans une ferme verticale. Mais ça va nous permettre d'en économiser, d'en consommer beaucoup moins que dans d'autres systèmes. L'autre élément, c'est qu'en effet, on utilise de la terre. Alors, cette utilisation de la terre, on est quasiment un des seuls dans le monde aujourd'hui à faire de l'agriculture verticale utilisant de la terre. En général, on entend parler de ce qu'on appelle l'hydroponie, où là, les racines des plantes baignent dans de l'eau et un liquide nutritif. Nous, on a fait le choix, et un choix assez différent, c'est d'utiliser de la terre. Alors, pourquoi utiliser de la terre? C'est que ça nous permet de recréer des terroirs. Un des enjeux que l'on va avoir pour le futur, c'est la capacité à pouvoir dire, est-ce que je peux utiliser et recopier un terroir qui va me donner des caractéristiques? Alors, ça peut être du goût quand on parle d'alimentaire, ça peut être des molécules particulières quand on va parler de pharma, qui vont me permettre de justement m'assurer, via ce terroir, via cette terre que l'on va enrichir, d'avoir des éléments qui sont un peu particuliers. Et puis, on va irriguer la plante. Une plante a besoin d'être irriguée. La particularité, c'est qu'on va le faire à l'arrière des plantes, on va le faire dans ses racines, et on va mettre quelques gouttes à chaque passage de liquide nutritif qui correspond, alors nous on appelle ça une recette, donc on va définir quels sont les optimums, qui fait qu'on ne met que ce que la plante va être capable de consommer. Donc notre économie d'eau, c'est à peu près 20 fois, on divise par 20 la quantité d'eau que l'on va mettre pour obtenir le même résultat.
Alors plusieurs questions se posent d'après ce que vous nous avez dit. Une solution qui permet donc aux producteurs de se protéger des aléas climatiques. Cette solution permet aussi de proposer, en fonction de la terre utilisée, hein, bien entendu, des produits de qualité. Elle permet aussi d'utiliser moins d'eau. Et ça, c'est une question qui se pose régulièrement dans votre département du Gard. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est aujourd'hui, si on a des tomates qui sont fades quand on les achète en supermarché, c'est pas d'abord le système qui l'a produit qui en est responsable, c'est la génétique et la sélection génétique qui a été faite à l'origine. Il se trouve que pendant des décennies, ce qui a été fait, et il y a eu des recherches qui avaient été faites pour avoir des produits qui se conservent le plus longtemps possible sur un étalage de supermarché. Et on s'est rendu compte que certaines variétés ou certaines sélections résistaient mieux que d'autres. Et Mhm. petit à petit, on a travaillé non pas sur la modification génétique, mais de la sélection. On a sélectionné les variétés qui se conservaient mieux après la récolte et donc qui pouvaient rester jolies longtemps sur une étagère de supermarché. La nature s'est bien vengée parce que malheureusement, cette tomate-là ou ce fruit ou ce légume-là, bah, il contient beaucoup moins de vitamines, il a donc beaucoup moins de goût. Donc, quelque part, la nature s'est vengée en nous fournissant quelque chose qui est devenu un peu fadasse et on a un peu perdu cet élément-là. Donc, tout le travail pour nous, ça va être d'aller chercher des génétiques, d'aller chercher un patrimoine génétique de qualité et donc d'aller sélectionner des plantes dont le goût est un élément important. Mhm. Et ce dont on se rend compte, et c'est quelque chose, alors c'est difficile de le faire au travers des outils digitaux, mais quand on fait goûter aujourd'hui du basilic, parce on s'est pas mal spécialisé dans la production de basilic, on a des résultats qui sont totalement hors normes. On a fait des basilics type du basilic citron, enfin, c'est totalement étonnant. Enfin, vous avez vraiment un élément de surprise. C'est toujours intéressant de regarder la tête que font les gens quand ils ont goûté la première fois. Alors demain, je sais que les agriculteurs vont nourrir 68 millions de Français, pardon pour le raccourci, mais là on est dans l'agriculture de demain. Mais qui installe aujourd'hui des fermes verticales? Alors, dans les gens avec qui on discute, on a pas mal discuté avec le monde de l'alimentaire. Donc, on a commencé par ça, puisque mon objectif était vraiment d'aller aider le monde de l'agriculture et entre autres pour l'alimentaire. Et donc, on a discuté avec pas mal d'acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs de ce monde-là. Donc, on a eu des discussions avec des grandes coopératives, on a discuté avec pas mal d'agriculteurs. On était présent jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, au Salon de l'agriculture. Donc, on a rencontré plein d'agriculteurs. On regarde beaucoup à l'étranger aussi. On a discuté avec pas mal de pays, entre autres au Moyen-Orient où là, les personnes avec qui on discute sont déjà des producteurs qui ont soit des serres, qui veulent rajouter des modèles de production de type vertical, parce qu'ils ont besoin d'aller sur d'autres types de production, de densifier un peu plus. Donc on voit que c'est plutôt un modèle là-dessus. Par contre, ce que l'on constate, c'est que on est de plus en plus, nous, sur un métier qui est en train d'évoluer en passant de l'alimentaire vers un modèle où on va aller chercher que nous, on va appeler des plantes rares ou des plantes complexes. Plantes complexes ou rares, je vais prendre un exemple assez concret, c'est l'arnica. L'arnica, on a tous utilisé à un moment ou à un autre une pommade à l'arnica. L'arnica, c'est une fleur qui pousse en moyenne montagne, essentiellement dans les Vosges en France. Et nous, on a été capable de produire de l'arnica, de comprendre comment la plante, quel est son cycle, et être capable de la reproduire. Donc là, on serait dans une logique de protection de la biodiversité. Il se trouve que depuis 2 ans, l'arnica est interdit de cueillette parce que le climat change, que le climat en changeant change le système je dirais, biologique de l'arnica et on n'arrive plus on n'en récupère pas autant qu'on en avait. Et donc, c'est un sujet pour nous d'aller plutôt, je dirais, faire des plantes qui, dans la nature, sont de plus en plus complexes à trouver. Alors vous, vous êtes spécialisé dans les cosmétiques, mais on peut imaginer que demain vous produisiez des plantes pour l'alimentation. Aujourd'hui, on travaille donc la ferme de Tarascon, qui était notre site à la fois pilote et industriel. Sa production part toutes les semaines à Rungis, chez le plus gros faiseur d'herbes aromatiques de France. Donc on livre toutes les semaines, on a fait plus de 100 livraisons. Donc toutes les semaines, on a une régularité qui est telle qu'on sait dire que c'est tel jour, c'est le mardi hein, chez nous. Toutes les semaines, on récolte depuis juillet 2021, donc ça commence à être on est assez bien rythmé là-dessus. Et ça partait à Rungis quand on s'agit de faire de l'alimentaire. Quand on commence à travailler avec de la cosmétique ou de la pharma, ben, ce sont des gens comme Shiseido, par exemple, avec qui on travaille, où on a pas mal de sujets de recherche sur des plantes plutôt rares ou des plantes que l'on ne trouve pas en Europe, qui sont des plantes lointaines et que Shiseido veut sécuriser et avoir la capacité, un, d'avoir
une stabilité dans son sourcing. Donc, est-ce que je peux en avoir en permanence? Deux, est-ce que la plante que je récupère, elle a toujours les mêmes caractéristiques? Parce que ça, c'est un point important. Et le fait de ne pas avoir de variabilité sur le climat, ça peut être extrêmement important. Et puis, derrière, de dire, je veux une qualité de plante qui soit irréprochable. Donc ça, ce sont des acteurs avec qui on discute et avec qui on travaille aujourd'hui. Pour finir, vous rendez-vous compte que vous êtes une solution pour pouvoir nourrir la population? Vous êtes en sorte le maillon, un nouveau maillon dans l'agriculture de demain, non? Alors, je pense que c'est vrai qu'on fait partie de générations qui se sont jamais posé la question sur est-ce que la faim est un problème ou pas. En plus, on était dans des pays où c'était pas vraiment la problématique et on a un peu été, je dirais, habitué à pouvoir acheter un peu tout et n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Euh, à la fois l'augmentation mondiale de la population, mais aussi les changements du climat et les conséquences du changement climatique vont faire que l'accès à la nourriture va être de plus en plus compliqué, y compris pour les pays occidentaux. Et ça, je pense que c'est une nouveauté qui n'est pas encore dans l'esprit de nos concitoyens, de se dire, mais est-ce que trouver à manger, au-delà du prix, hein, aujourd'hui, je pense que les gens se disent, bah, ça coûtera un peu plus cher. Non, il peut y avoir des logiques de pénurie. C'est arrivé en Angleterre l'année dernière, ou pour des conditions climatiques en Espagne ou au Maroc, plus des conditions économiques en Angleterre, bah, vous étiez limité sur le nombre de tomates ou de concombres que vous aviez le droit d'acheter. Donc, le fait de pouvoir asseoir un peu plus la souveraineté de notre alimentation devrait faire partie d'une priorité importante et devrait faire partie de sujets un peu plus régaliens. De même que voir comment on aide le monde agricole à passer ces étapes. Pour voir un peu le sujet de la réduction des pesticides, c'est un sujet gigantesque et d'une complexité infinie pour le monde agricole. Même si c'est important et indispensable, ça reste une complexité infinie. Donc il y a un certain nombre d'enjeux qui sont assez divergents. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le consommateur a été habitué à payer une alimentation en Europe extrêmement basse. Pour info, que ce soit en Asie ou essentiellement aux États-Unis, le même produit est entre 2 et 4 fois plus cher. Donc il faut voir qu'acheter une salade aux États-Unis ou acheter une salade en France, c'est un rapport de 1 à 4. Donc quand vous êtes dans ces sujets-là, le fait qu'on travaille sur une souveraineté va impliquer forcément des hausses de prix et que ces hausses de prix, il va falloir qu'elles soient acceptées, acceptables, mais on n'aura pas le choix si on veut avoir cette souveraineté. Merci beaucoup Pascal Thomas de nous avoir répondu depuis Rodillon, c'est tout près de Nîmes. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission du Business Club de France des entrepreneurs qui est visible une nouvelle fois si vous le souhaitez en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter dans la voiture par exemple en podcast audio ou encore sur quelques radios. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.